Monsieur Pellissier. Madame Ballard. Venez pouvoir Monsieur De Saint-Cernin. Madame Véran-Massois. Présent. Moi-même. Monsieur Do. Monsieur Koutsef. Présent. Madame Roussel. Présent. Madame Sabarli. Présent. Monsieur Navaran. Présent. Monsieur Leroy. Présent. Madame Brunel. Elle a donné pouvoir à Monsieur Leroy. Monsieur De Oubeda. Présent. Monsieur De Palance. Présent. Et Madame Muscotti. Présente. Bien, mes chers collègues, je vais mettre en voie le procès verbal de la séance du 24 février 2023 ainsi que le compte rendu des décisions. S'il n'y a pas de remarque, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, ils sont adoptés et je vous en remercie. Et on passe à l'ordre du jour. Pardon. Oui, madame, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Simplement pour vous dire qu'avec mon collègue Pierre-Jacques de Palance, nous devrons quitter le conseil municipal à 10 h puisqu'une de nos colistières est décédée et nous nous rendons à ses obsèques. C'est votre droit le plus absolu. Surtout dans une circonstance pareille. Hélas. Bien. L'ordre du jour nous emmène à la fixation des taux des impôts directs locaux. Je passe la parole à M. Cavana. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, comme chaque année, nous passons la délibération sur la fixation des taux des impôts directs locaux. Et comme chaque année, mes chers collègues, nous ne touchons pas à ces taux. Depuis 23 ans, les taux de la ville de Toulon restent stables et d'un point de vue prévisionnel, cela devrait nous rapporter 245 979 779 €. Alors, je commence par l'extrême droite et je vais aller, je ne sais pas où. Au centre. Au centre. Monsieur Navarre, vous avez la parole. C'est vous qui avez levé la tête. Je vais tâcher de ne pas avoir du coup le propos le plus extrémiste de la journée. Extrême droite, c'était géographique, hein, c'est bien ça. La géographie de tout à fait cette... géographique. Merci. Regardez, vous vous situez à ma droite. Ouais, ça dépend de quel côté on regarde. Mais du coup, il y a plus extrême que moi aujourd'hui. Je suis désolé. Monsieur le maire, mes chers collègues, le maintien des taux, et Monsieur Cavana, vous l'avez souligné, augurera pour les finances de notre commune une augmentation des recettes fiscales. Augmentation jamais perçue, parce que jamais les bases n'ayant augmenté à ce point, jamais les Toulonnais n'auront donc, en termes de taxes foncières, autant à payer, jamais ils n'auront connu une aussi forte augmentation de leurs taxes foncières en valeur, malgré le maintien des taux. C'est toujours ce qu'on constate. Quand on maintient le taux mais que la base augmente, il y a un impôt qui forcément augmente en valeur. Augmentation d'ailleurs d'autant plus forte que la part de taxes foncières a elle-même mécaniquement augmenté, non pas du tout de la responsabilité de la commune, mais par le mécanisme de suppression de la taxe d'habitation, de la part de la taxe foncière du département qui devient une compensation pour la commune, et donc jamais la commune ne va encaisser autant de taxes foncières, et jamais les Toulonnais, je me répète, mais je crois que c'est important, ne vont payer d'augmentation de taxes foncières. C'est 15 millions sur les 245 dont vous nous parliez, 245 millions de recettes escomptées, 15 millions qu'on va donc aller chercher dans la poche du contribuable toulonnais propriétaire, chose qui n'avait jamais été connue. Alors c'est vrai que les propriétaires toulonnais, c'est un débat qu'on a eu à la métropole, ne sont pas que des individus, il y a aussi, au grand bénéfice des populations qui y sont, les bailleurs sociaux, mais qui eux bénéficient d'ailleurs d'un abattement très large, très important pour financer une partie de leurs investissements, ce qui est d'ailleurs toujours un mécanisme pour les bailleurs sociaux particuliers, hein, on leur donne d'une main ce qu'on reprend en partie dans l'autre, ou plutôt la commune n'encaisse pas cette part de taxes foncières, mais c'est
a priori une dépense du coup en moins pour la commune qui aurait peut-être à assumer un certain nombre de dépenses en termes de politique de la ville, et vous connaissez notre position sur la politique de la ville. Oui, il est tout à fait normal que tout le monde bénéficie d'infrastructures, d'investissements, mais il est toujours très étonnant de voir que ce sont les mêmes qui bénéficient de plus en plus et toujours plus et en proportion plus importante que les autres Toulonnais de nos investissements. Mais j'en reviens à ces 15 millions d'euros. C'est un petit peu plus que ce qu'on avait prévu au budget. C'est-à-dire que les prévisions budgétaires sur lesquelles nous nous étions exprimés en décembre sont pour la partie fiscale plus bénéfiques encore, et donc je m'interroge. Nous nous interrogeons, notre groupe, le Rassemblement National, s'interroge. Il y a certes des dépenses de personnel qui vont augmenter, là aussi par un phénomène mécanique. Il y a des dépenses d'énergie qui, elles aussi, vont augmenter. Je ne vais pas me faire ici le procureur pour accuser l'État depuis longtemps de se soumettre à des règles européennes qui font que notre facture, notamment d'électricité, est artificiellement gonflée au bénéfice d'un certain nombre de sociétés, non pas du tout parce que le prix de l'électricité à produire augmente, mais simplement parce qu'on indexe ça sur le prix du gaz. Mais donc, si la recette fiscale est plus importante que ce que nous avions voté il y a 3 mois au budget, pourquoi ne pas diminuer un peu le taux? Parce qu'en diminuant le taux, on va diminuer l'augmentation de la recette, mais tant qu'on reste dans les équilibres de notre budget, tant que le budget que nous avons voté en décembre reste équilibré, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas aujourd'hui un message simple qui est de dire aux propriétaires toulonnais, plutôt que les 15 millions, l'augmentation des bases va nous permettre d'avoir une augmentation en impôts qu'on va venir prendre dans vos poches, à vous propriétaires, de 14 millions. Et le budget serait toujours à votre avantage. Dans le budget, on avait voté un certain nombre de dépenses supplémentaires. Je prenais par exemple la ligne fêtes et cérémonies qui passait de 390 000 € à 670 000 €. On pourrait par exemple se dire, fêtes et cérémonies, on avait pensé dépenser plus en 2023 qu'en 2022, à peu près 300 000 €. Et puisqu'on a des recettes fiscales supplémentaires, on va dire, on ne va pas aller là-dessus. On ne va pas augmenter les fêtes et cérémonies, on ne va pas augmenter ce budget-là, et on va permettre aux Toulonnais, même aller symboliquement, plutôt que d'aller chercher 15 millions d'euros dans leur poche supplémentaires par rapport à l'année dernière, ou 4 millions d'euros supplémentaires par rapport au budget primitif pour cette année 2023 que nous avions adopté, eh bien demandons-leur un effort un peu moins important. Et donnons-leur un message, baissons ce taux peut-être de 0,5 ou de 1%, ce qui reviendrait à revenir exactement dans l'équilibre budgétaire que nous avions adopté en décembre 2022 pour notre année 2023. L'effet d'aubaine de cette augmentation ne doit pas être seulement sur la tête des propriétaires toulonnais, mais peut-être aussi sur certains efforts de la commune. Encore une fois, il y a des augmentations mécaniques, 7,4 millions d'euros de charges de personnel, 2,9 millions d'euros de dépenses énergétiques en plus. Elles sont déjà provisionnées, alors pourquoi aller chercher toujours plus dans la poche des Toulonnais? Nous voterons contre ces taux, puisque nous attendions, avec le bénéfice escompté, un petit signal d'apaisement fiscal pour les propriétaires toulonnais. Je vous ai écouté, vous avez parlé de l'évolution des bases de 6,5%. Effectivement, vous dites les Toulonnais sont mis à contribution. Vous savez, on a fait le tour des communes de France, de la même strate, Naples, qui depuis 23 ans n'augmentent pas leurs taux communaux. Vous parlez des bases. Vous le savez, M. Navarane, parce que je le dis, je le redis à chaque conseil municipal depuis que vous y siégez, les bases sont déterminées par la loi de finances. C'est-à-dire que c'est une loi qui détermine les bases. Effectivement, elles augmentent de 6,5%. J'ai oublié de dire que nos charges vont au-delà de 6,5%. Les charges imprévisibles, oui, je vais vous les citer. Nous prenons, parce que la loi de finances ne tient pas compte de l'inflation sur les communes, nous prenons 6 millions d'euros de plus d'électricité sur les prévisions
que nous faisons chaque année. Cette année, 6 millions d'euros de plus d'électricité. Le Covid, les charges Covid nous ont coûté entre 3 et 4 millions d'euros. Vous vous souvenez, vous étiez à la métropole, lorsque je vous disais que l'électricité pour la métropole, c'était plus de 7 millions d'euros, et que le Covid avait coûté 20 millions d'euros à la métropole. Sur la ville, c'est 3 millions d'euros. Les charges des fournisseurs, avec l'inflation, augmentent. Par exemple, sur la restauration, qui est important, parce qu'on a 10 000 enfants qui sont dans nos restaurants scolaires, on n'a pas touché, nous, le prix du repas, et il est parmi les moins chers de la métropole. Mais on a pris 1 million d'euros sur nos seules charges de restauration. Voilà. Et malgré tout cela, on va faire face à ces charges nouvelles et on n'augmente pas les taux. Je vous donne l'exemple de villes, vous savez, rares sont les villes qui n'ont pas augmenté les taux cette année. Il y a des villes, Grenoble les a augmentés de 25%, Lyon les a augmentés de 9%. D'autres villes, en moyenne, c'est 29,% d'augmentation. On est largement en dessous. Le taux moyen des villes de la même strate, c'est 40,85%. On est en dessous. On est sous la moyenne nationale. Donc, voilà. Je crois que déjà, on n'a pas touché, et on y tient, à la vie associative. Facteur de cohésion sociale, ô combien essentiel et important dans une ville. La vie associative. Bon nombre de collectivités, je le lis, je le vois, ont décidé de baisser en fonction de l'inflation, en fonction des charges nouvelles, en fonction de tout ce que nous avons eu à supporter, les crédits associatifs. On ne les a pas touchés. On ne voulait pas pénaliser les bénévoles, les nombreuses associations qui travaillent à la cohésion sociale dans une ville. Voilà. Donc, le fait de ne pas augmenter les bases, les taux, comme nous le faisons depuis 23 ans, dans l'exercice et en fonction des difficultés que nous venons de vivre et celles qui nous attendent encore, parce que, vous le savez, on a les mêmes problèmes que nous avons dans chaque foyer. L'inflation, on va la supporter encore quelques temps, hélas. On s'attend encore à de nouvelles hausses de charges que les fournisseurs nous réclament. Au-delà des prévisions, quand on a fait le débat d'orientation budgétaire, c'était au mois de décembre, vous le savez, on vote notre budget en décembre, on était loin des prévisions actuelles. Donc c'est tout cela qui nous fait dire que déjà, maintenir les taux comme nous le faisons, maintenir les crédits associatifs comme nous le faisons, maintenir les prévisions que nous avons faites comme nous le faisons, c'est bien pour l'intérêt général. Voilà. Allez, je vais passer la parole. Alors là, c'est M. Dubéda qui me l'avait demandé. Vous avez la parole. Pardon, je n'oublie personne. Merci, monsieur le maire. Je n'oublie personne. Allez-y. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Toulon en commun s'abstiendra sur cette délibération, pour des raisons diamétralement opposées à celles du Rassemblement national. Nous sommes d'accord pour ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale, mais nous signalons une nouvelle fois que les Toulonnais et les Toulonnaises vont payer tout de même plus d'impôts du fait de l'augmentation des bases fiscales, ça a été dit. De ce point de vue, sachons que Toulon est dans la moyenne des impôts payés par les Toulonnais, les moyennes de la strate. Et puis, tout le monde ne paye pas la taxe foncière, d'une part. D'autre part, on aurait pu imaginer aussi d'augmenter les taux sur les résidences secondaires, puisque apparemment ce sont des personnes qui ont suffisamment de revenus pour payer des impôts supplémentaires. Mais l'augmentation des bases fiscales vient frapper une nouvelle fois le pouvoir d'achat de certains de nos concitoyens. Il est donc juste de ne pas augmenter les taux. C'est pour ça qu'on va s'abstenir. Cependant, nous voulons par notre abstention marquer notre réprobation à votre soutien à la politique gouvernementale qui assèche les finances des collectivités et empêche ainsi de développer les services à la population. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est le rapport entre les impôts payés et les services rendus
et donc les dépenses publiques qui sont mises au service de la population. Nous prenons pour notre part une remise à plat du mode de calcul des bases fiscales au plan national pour qu'elles soient beaucoup plus justes et une relance des financements publics à un moment où la grande majorité de nos concitoyens souffrent d'une baisse du pouvoir d'achat. Je vous remercie. Hubeda, vous parlez de soutien à la politique gouvernementale. On soutient les règles et les lois. Après, M. de Hubeda, non mais ne bougez pas la tête, moi je suis clair, chacun est libre, dans cette équipe municipale, d'avoir les opinions, les positions qu'il souhaite avoir. J'ai jamais... je n'ai pas honte des positions que j'ai prises. Elles le sont claires depuis 40 ans. Voilà. Donc, mais ici, c'est la politique communale qu'on soutient. Et la politique communale, elle est définie par des règles et des lois qu'on essaie de tenir, de soutenir obligatoirement. Parce que si on s'y déviait, la tutelle serait là pour nous faire des remarques. Vous savez, on a des contrôles, on est sorti d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes, on a la FAC qui est venue nous contrôler, on leur a donné 3000 documents, on n'a pas eu de remarques particulières sur la gestion communale. Et puis, je vais vous dire, il y a un journal que vous connaissez très bien, tous citoyens, tous citoyens, c'est tous contribuables, c'est le journal des contribuables associés. Trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts. Et ils ont fait un arbuste des communes. On ne peut pas dire qu'ils sont complaisants avec les uns et les autres. Ils défendent les contribuables. Puisqu'on parle des contribuables de tout. Qu'est-ce que je vois? Ils notent les communes en bonne santé et les villes en mauvaise santé. Les villes en bonne santé et les villes en mauvaise santé. Et je vois que Toulon est classée la 7e ville en bonne santé, avec 15,5 sur 20. C'est la note que les contribuables associés donnent sur les impôts, les investissements, les équipements de communes en bonne santé. Je remarque qu'on prend toujours des exemples des villes. Je citerai que les trois grandes villes de notre région. Marseille à 2 sur 20. Et Nice à 6,3 sur 20. Toulon à 15,5 sur 20. On ne peut pas dire qu'ils sont complaisants avec le maire de Toulon. Je ne pense pas. Ils essaient de défendre les intérêts des contribuables. C'est donc la politique que nous menons, je dis bien la politique communale, c'est-à-dire la gestion des intérêts communaux, la gestion des Toulonnaises et des Toulonnais, c'est-à-dire essayer d'équiper la ville, de la transformer. Nul ne peut dire que la ville n'a pas été transformée, ne se transforme pas. Vous n'avez qu'à descendre dans la rue et écouter les gens, chacun s'accorde, on fait des gros investissements, on essaie on améliore les choses chaque jour, on essaie de... Voilà. Et vous voyez qu'on est pas mal classé par des organismes quand même qui, on ne peut pas dire complaisants avec les villes, vous savez, il y a meilleur que nous, hein. Il y a Boulogne qui a 18, il y a Annecy qui a 18, Toulouse 18, Villeurbanne 18, et nous on est 7e avec 15,5%, vous voyez. Aix à 14,5%, voilà. Donc, voilà, je le dis, en conservant les taux, en conservant les efforts que nous faisons au niveau des associations, sur les tarifs, on n'a pas augmenté nos tarifs communaux, nulle part. Voilà. On ne peut pas dire que le contribuable se trouve pénalisé. C'est la ville qui... Le contribuable l'est, parce que chaque foyer subit l'inflation. Vous la subissez, nous la subissons, chacun l'a subi. Je vous ai donné les chiffres de l'inflation sur le budget de la ville qui était imprévu. Je vous dis, la facture de l'électricité, c'est 6 millions d'euros.
il faut les trouver. C'est du fonctionnement. Vous savez, l'investissement, on fait des emprunts, on va parler de la dette, on peut se le permettre. Là, c'est du fonctionnement. Quand on parle des charges Covid, c'est du fonctionnement, c'est des personnels, c'est des centres qu'on a ouverts. Voilà. Quand on parle des factures que nous envoient sur les matières premières, sur nos cantines, les fournisseurs, c'est du fonctionnement. Donc, il va falloir qu'on fasse face à tout cela. On le fait. On le fait parce qu'on a des finances saines. Voilà. Les finances saines, on a une capacité d'autofinancement importante aussi, d'épargne. J'en parle chaque année. L'épargne est très importante parce qu'on peut puiser dans l'épargne pour faire face à des investissements ou à du fonctionnement. Et la capacité d'épargne est très importante sur la ville de Toulon. Voilà. Donc, c'est ce qui nous permet d'être bien classés dans tout contribuable réuni. Je pense que la capacité d'autofinancement de la ville, c'est-à-dire l'épargne, est la 7e. Vous voyez, on est classé là même des 22 villes-centres des plus grandes métropoles françaises. Voilà, c'est des chiffres, ça. Et moi, je le dis, on peut être dans la majorité, dans l'opposition, c'est votre droit de ne pas voter, de voter contre, de trouver qu'on n'en fait pas assez, on devrait en faire trop. C'est bien, c'est la démocratie, c'est normal, vous n'êtes pas là pour dire qu'on gère bien la ville. Voilà. Mais les chiffres sont les chiffres. 1 et 1, ça fait toujours 2. Chez vous, à droite, à gauche, au milieu, 1 et 1, ça fait toujours 2. Là, on parle de chiffres. Voilà. Et là c'est des chiffres qui sont examinés. Voilà. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est votre droit le plus absolu de vous abstenir. Je vous remercie d'ailleurs de vous abstenir. Vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, moi j'entends bien que votre équipe et vous-même faites le maximum, mais dans un cadre contraint que vous avez accepté. C'est ça la différence. Non. Oui, laissez-moi terminer. Je veux dire, dites-moi, monsieur. Vous allez me dire que c'est une loi. La politique nationale, elle s'est déterminée, elle a élu un président de la République. Vous voyez, il y a une majorité relative avec des problèmes. C'est le Parlement qui fait des lois, c'est pas nous. C'est le Parlement qui... La loi de finances, elle passe au Parlement. Voilà. Donc, on est... Après, la démocratie, on va en parler du Parlement. On va en parler. Je peux même vous en parler. Je vais vous dire. Grâce à la confiance des citoyens, j'ai eu l'honneur de siéger 2 mandats à l'Assemblée nationale et j'ai siégé 3 mandats au Sénat. J'ai vu des débats durs, difficiles. Vous savez, moi j'en ai eu un. J'étais au gouvernement en 2003 sur la PAC, avec des attaques dures, difficiles. Il fallait trouver 7 milliards d'euros, c'était très difficile. Des opposants sans complaisance. Sans complaisance. Et de votre groupe. Mais dignes. Je regarde les débats actuels de l'Assemblée nationale, j'ai honte. Pas de chez vous, monsieur de Hubeda. Parce que chez vous, il y a un monsieur digne, monsieur Chassaigne, qui est de votre parti. Je le vois, très digne. Quand on rentre quand même dans l'Assemblée nationale, dans cet hémicycle, c'est l'hémicycle qui fait la loi. Il y a une histoire. Cette histoire, on doit la respecter. Et la guérilla qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale me fait mal au cœur. Voilà. Donc, c'est l'Assemblée qui fait la loi. Il y a des gens qui sont opposés, dignes, propres. Excusez-moi, quand je vois rentrer j'ai été député et sénateur, j'ai jamais vu de tous les groupes, de droite, de gauche, rentrer un t-shirt, un député. Quand on rentre à l'Assemblée nationale, on s'habille dignement. C'est pas le plus important. Hein. C'est peut-être pas le plus important, mais c'est important. Il y a un symbole
la France. C'est ce qui donne les suites. Voilà. Après, la guérilla, ça fait du mal. Ça fait du mal à la démocratie. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut de la dignité. La dignité, elle n'est pas forcément liée à l'habillement. Enfin, mais ça, c'est un autre débat, si vous permettez. Excusez-moi. Quelques réactions à ce que vous avez dit, monsieur, puisque le débat est quand même intéressant, je pense, hein, monsieur le maire. Oui, tout débat devient intéressant quand il est respectueux. Moi, je vous respecte, vous me respectez, donc le débat est intéressant. Tout à fait. Quelques réactions. D'abord, vous nous citez une association, pas une organisation, c'est la contribuable associée. Il doit y en avoir une quinzaine en France d'associations de contribuables. Elles n'ont pas toutes forcément le même point de vue. Et vous m'avez cité, monsieur le maire, et c'est très, comment dirais-je, révélateur, très symptomatique de nos divergences. Vous nous avez cité l'électricité. Mais l'électricité, si elle est si chère que ça, et si elle pèse autant sur la facture des Toulonnaises et des Toulonnais et de la municipalité, c'est bien parce qu'elle a été livrée, poings et pieds liés, au marché. C'est pour ça qu'elle est si chère, l'électricité. Vous étiez contre le nucléaire. Moi, j'ai jamais été contre le nucléaire. Vous voyez, je l'assume. Moi, je ne suis pas contre le nucléaire. Et voilà. Mais je ne suis pas jamais. contre le... Mais je suis pas... Monsieur Falco... Je peux vous faire revoir toutes mes interventions et tous mes votes. J'ai toujours été dans des groupes qui étaient pour le nucléaire. Jamais dans des groupes qui étaient contre le nucléaire. Les communistes n'ont jamais été contre. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, hélas... Non, mais c'est vrai. Donc, le groupe communiste n'est pas contre le nucléaire, mais bon, ça c'est encore un autre débat si vous permettez. Mais c'est pas moi qui ai fermé les centrales nucléaires. Je dis moi, c'est mon groupe. Ce que j'appelle votre contradiction, monsieur le maire. Parce qu'à l'Assemblée, on dit un groupe. Tout en vous respectant, bien sûr, et respecter tous les collègues, je dois vous dire qu'on a des divergences. Et donc là, il y a ce que j'appelle une contradiction, c'est quand vous dites, eh bien, oui, il y a une loi effectivement qui est imposée ou des contraintes financières qui sont imposées par le gouvernement, on ne peut pas faire autrement que de les appliquer, certes, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des villes et des options politiques qui combattent cette politique malthusienne de la baisse des dépenses publiques. Parce que quand on s'attaque aux impôts, quand on s'attaque aux dépenses publiques, on crée des inégalités, on renforce les inégalités. Parce que les impôts, c'est la meilleure façon de corriger les inégalités. Et c'est ça notre divergence essentielle. On s'attaque à l'état de droit, de fait, en s'attaquant aux impôts. Parce que c'est l'arme la plus utile pour corriger les inégalités. Donc, voilà pourquoi, moi je pense qu'il ne faut pas augmenter les impôts à Toulon, bien sûr, il ne faut pas non plus les diminuer, mais par contre, il faut savoir bien les utiliser d'une part, et d'autre part, il faut surtout combattre une politique malthusienne au niveau du gouvernement. Là, combattre, et c'est là notre divergence, monsieur le maire. Oui. Je vous explique aussi, il y a l'impôt, puis il y a la confiance. Et que, je vous dis toujours que sur ce territoire, qui a gagné la confiance des investisseurs, lorsque le public investit 1 milliard d'euros, le privé apporte 3 milliards d'euros. Ce qui nous aide aussi en matière de développement économique, combien important et essentiel. Et je vais vous faire remarquer aussi que la taxe à l'habitation est supprimée. Elle est plus que sur les résidences secondaires. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le maire, mes chers collègues, une fois de plus, comme chaque année, la communication du maintien du taux de taxe communale va se heurter à la réalité des feuilles reçues. L'externalisation des hausses d'impôts vers les autres collectivités a joué à plein contre les finances familiales des Toulonnais. Vérification peut être faite sur les feuilles de taxes reçues directement par chacun des Toulonnais et des Toulonnaises, par chacun d'entre nous. Pour ceux qui ne gardent pas leurs feuilles d'impôts ou qui déménagent, les études de l'UNPI sur les impôts payés localement sur nos villes nous en apprennent beaucoup plus. Et surtout sur la réalité des hausses de taxes payées au final. En effet, l'UNPI a créé l'Observatoire national des taxes foncières. Le but de cet observatoire est de mesurer précisément
l'augmentation des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans toutes les communes de France. Et pour Toulon, l'évolution de la taxe foncière de 2011 à 2021 est de plus 27,7%. C'est la 9e plus forte hausse sur les 50 communes les plus peuplées. C'est la 8e plus forte hausse sur les 50 communes les plus peuplées si on rajoute la taxe d'enlèvement des ordures. Pour l'année 2021-2022, c'est plus 5,9%, 9e plus forte hausse de France. C'est pour cela que notre groupe va s'abstenir et ne pas voter le maintien de ce taux. Bien, je vais mettre aux voix cette délibération, mes chers collègues, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. Allez, non, c'est pas Robert, c'est José, c'est Madame Massy. Merci, Monsieur le maire. La délibération souhaite la participation financière au séjour de découverte organisé par l'ODEL. En effet, dans le cadre de la politique éducative, la ville apporte son soutien aux sorties scolaires avec unité de 3 à 6 jours, avec des thématiques comme d'habitude, la montagne, la mer, le sport, la ferme, le théâtre. Et pour l'année 2023, ça concerne 61 classes pour 1300 enfants avec un prévisionnel de 255 000 euros. Favorable, mes chers collègues. Qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. José, tu poursuis. Oui, c'est le renouvellement de la convention territoriale globale signée avec la CAF. C'est ce nouveau dispositif qui complète une vision, qui a une vision un peu plus complète que le contrat enfance-jeunesse avec l'enfance de la jeunesse. On y rajoute l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, le handicap, la parentalité et le logement. Cette convention nous permet d'avoir des bonus en lien justement avec le handicap et la mixité sociale. Vous voyez, malgré l'inflation aussi, on maintient les tarifs dans vos crèches, on développe, on investit, on crée des places nouvelles. Voilà, c'est ça. Et je crois que nous faisons, c'est donner le maximum de services à nos concitoyens, malgré la crise, malgré l'inflation, malgré le prix de l'électricité. C'est pour cela qu'on considère qu'à Toulon, la gestion doit être. Ce renouvellement de convention territoriale globale qui est favorable. Monsieur le maire. Oui, pardon, vous m'avez demandé la parole, excusez-moi. Oui, je vous remercie et il est tout à fait louable de voir que ce travail partenarial avec la CAF continue de produire des fruits. Si c'est vrai que la question du handicap a été traitée de manière plus particulière dans cette convention, permettant de régler un certain nombre de situations, pas forcément du coup encore plus complexes du fait des handicaps des enfants, permettez-nous d'avoir deux observations liées plus ou moins directement à cette convention et à nos relations avec la CAF, qui provoqueront d'ailleurs, hélas, et un peu à regret, notre abstention sur la Convention, puisque c'est elle qui pose, malgré toutes les bonnes choses qu'elle permet, les évolutions tout à fait positives, qui pose le cadre notamment des prises en charge que la CAF fait et qui permet aussi d'équilibrer les tarifs et les coûts pour la commune. Une observation sur les tarifs. Monsieur le maire, tous les tarifs n'ont pas été maintenus. Et c'est vrai que le partenariat avec la CAF a imposé de créer des strates différentes liées au quotient familial. Je sais que, du coup, moi aussi, hein, géographiquement, c'est aussi mon extrême droite, mais que les communistes nous diront que c'est l'impôt qui est toujours bénéfique. C'est vrai que quand on voit dans l'histoire les ravages du collectivisme, je me permets d'en douter, même si l'impôt n'est pas toujours mauvais, le tout impôt, ou de tout miser sur l'impôt, c'est ce qui a donné le collectivisme et un certain nombre de privations de liberté qu'on a connues par le passé. Mais puisqu'on parle de tarifs, je rappelle que le fait d'avoir aménagé des strates supplémentaires sur les quotients familiaux ont fait que, pour les quotients familiaux les plus élevés, eux, les tarifs ont clairement augmenté. C'est-à-dire qu'à périmètre équivalent, d'accord, la commune a continué à faire des efforts, mais a demandé à certains de faire beaucoup plus d'efforts qu'à d'autres. Alors c'est vrai que plus on a de moyens, plus on pourrait, plus on devrait faire d'efforts. Enfin, c'est toujours un peu la même sérénade, hein, c'est-à-dire
qu'on demande non pas un effort équilibré, mais un effort supplémentaire, toujours au même. Je ne vais pas me faire le défenseur forcément des CSP+, ou des classes moyennes supérieures, parce qu'il y a aussi là-dedans des gens qui ne sont pas considérés forcément comme toujours très riches, mais qui du coup payent toujours plus cher. Donc les tarifs n'ont pas été maintenus pour tous. Deuxième élément, qui fait écho d'ailleurs à l'article, mais qui n'en parlait pas, l'article ce jour dans Var Matin sur les critères pour prioriser les inscriptions dans les centres de loisirs et de vacances. Le regret, alors est-ce que nous avons mal compris? Mais le regret, vous connaissez cette histoire ici, d'une délibération sur laquelle on avait priorisé et on nous avait emmené une délibération en commission qui était, pour le coup, qui avait cette vertu d'une clarté absolue, avec des critères pondérés, avec des coefficients. Et puis, on s'est rendu compte à la commission qu'on avait supprimé la question des coefficients pour ne maintenir que la question des critères. C'était déjà une évolution, mais ça avait appelé de notre part une remarque qui était pourquoi est-ce qu'alors qu'on évoluait vers un système de priorisation des inscriptions, non plus par date calendaire et par heure, pour éviter le 8h30, le jour fatidique des inscriptions où on recevait 2000 courriers électroniques, nous avait-on dit pré-programmés, mais pourquoi est-ce que ce critère de priorisation et pourquoi est-ce que cette pondération par coefficient avait été retirée? Si c'était bien la CAF, comme nous avons cru l'avoir compris, qui l'avait demandé, là aussi il nous semble que, alors qu'on pourrait avoir sur ce critère-là, sans parler de prix, sans parler de capacité financière, un système qui était très équilibré pour justifier les priorités d'inscription dans les centres de loisirs et de vacances, pourquoi l'avoir abandonné ou écarté? Et si c'est effectivement la CAF qui en est responsable, je trouve que dans ce partenariat, et même s'il y a beaucoup de bonnes choses, parfois c'est un peu la CAF, pardon de l'image peut-être violente, mais qui aurait le pistolet sur la tempe en nous disant « exécutez-vous » ou on diminue un peu nos financements. Donc nous nous abstiendrons, notamment pour ces deux raisons. Je vous remercie. Oui, la CAF est un partenaire. Partenaire important. 10 millions d'euros de subventions par an. C'est le pistolet. 10 millions d'euros de subventions par an. Participe au fonctionnement, surtout. Vous voyez, donc, il faut aller chercher des partenaires, si on n'a pas des partenaires. Alors oui, le coût horaire moyen, il est basé sur le barème national de la CAF en fonction des revenus des familles. Il fait 1 euro d'augmentation, 1,74 € par jour. Bon, pas, par jour. Ça se joue là. Vous parlez des tarifs, il n'y a pas les riches et les pauvres, c'est pas possible. Il y a les revenus. C'est basé sur le barème national de la CAF, c'est un barème national en fonction des revenus des familles. Il y a aussi des familles qui n'ont pas les moyens de payer. Et ceux-là ont autant de droits que les autres d'avoir les services de la ville. Et donc, là aussi, on en tient largement compte. Je le dis, je le répète, vous le savez, il n'y a jamais un enfant qui est privé de cantine. Non, on n'a jamais refusé d'enfant à la cantine. C'est pas le sujet. Parce qu'il ne payait pas la cantine. Parce qu'il ne payait pas la cantine. Quand il ne paie pas la cantine, il mange. Voilà. Et les familles qui placent 2-3 enfants en crèche, il arrive très souvent qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens de payer la crèche. Et ils ont quand même leur enfant en crèche pour avoir le trouver. Donc voilà, je crois que la tarification nationale de la CAF en fonction du revenu, on ne peut pas dire que c'est toujours les mêmes qui paient, les autres qui ne paient pas. Il y a des règles nationales et il faut s'y tenir. C'est ce que je disais, on est régi par des lois et des règles. Et je crois qu'il est bon de s'y tenir. Après, je vous assure que la CAF est un véritable partenaire. José, à toi. Juste pour dire qu'en effet, nous, on a fait le choix de donner la priorité aux bas salaires. Et on a 66% des familles qui payent moins cher. On a un tarif cantine à 1,10 €. Alors, c'est vrai que les personnes qui ont un revenu mensuel de plus de 4 000 €, 4 800 € exactement, ont eu sur la cantine pour le mois 34 € d'augmentation. Mais c'est un choix de la commune. 2/3 des familles n'ont pas eu d'augmentation, voire une diminution. Voire une diminution. Et même sont acceptés gratuitement. On n'a jamais rejeté un enfant. Vous avez la parole.
Nous partageons cette vision de la municipalité sur l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Mais nous voilà rangés, monsieur le maire, et nous-mêmes dans le même camp, celui des collectivistes. Non. La vie des gens, elle a un camp, le média, l'humain. On peut être humaniste de droite et on peut être humaniste de gauche. Si. Voilà. Donc, c'est très important. Madame Massy vous l'a dit, sur la ville de Toulon, ça représente les deux tiers des familles. Donc, après, il y a des familles qui ont meilleur revenu, tant mieux. Et on ne peut pas dire qu'à 1,74 € de plus, avec le tarif de la CAF, c'est exagéré, non? Voilà. Ça s'appelle la solidarité aussi, ça. Oui. Voilà. Pas que des grands mots, la solidarité, il faut qu'elle s'applique. Ouais. Chacun est libre de la juger comme il veut. Voilà. Allez, je vais mettre aux voix, si vous le permettez, cette délibération qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. José, c'est toi? Oui, on continue avec le verre. Attendez, il y avait, pardon, avant la délibération, si je voudrais donner la parole à Valérie, parce que vous avez été mis en cause à travers nos centres aérés. Oui, il y avait deux choses. Donc la première, c'est pour la tarification également des centres de loisirs, mais on est sur, on est sur la même ligne. Sur les mêmes éléments. Peu de familles ont été impactées et il s'agissait d'un ajustement. Et deuxièmement, sur la notion de critères, on en avait parlé lors du conseil municipal. En effet, les équipes respectent néanmoins ce qui a été annoncé en termes de priorité, mais comme c'était noté dans l'article, nous ne voulons pas graver ces critères dans le marbre pour nous laisser un peu de souplesse. Les cas ne se sont pas présentés, mais... les cas ne se sont pas présentés, mais pourraient se présenter si on avait une augmentation importante. Nous allons tenir ces critères en séance exprimant ce sens et nous les respectons. Merci. Allez, José, à toi. Oui, monsieur le maire, on continue avec les crèches associatives, hein, et c'est la subvention de fonctionnement de l'année. Donc, c'est pour un montant de 286 815,43 €, et c'est pour les structures qui ont 330 places. Qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je vous en remercie. José, tu poursuis avec les ressources humaines. Oui, c'est la présentation du rapport social unique de 2021, je spécifie. Ce rapport social est encore impacté par la crise du Covid. Donc chaque année, on fait un point sur l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, les rémunérations, la santé, le dialogue social et la discipline. Je crois qu'on a vu ça en commission, on a largement débattu. Qui est favorable, mes chers collègues? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Il est adopté et je vous en remercie. Tu poursuis. Pardonnez-moi, juste une précision, en fait, on prend acte. Je précise. Oui, mais c'est toujours favorable. Vous savez, tous les rapports, on prend acte. Mais je l'explique chaque fois. Maintenant, on vote, ce qui prouve qu'on a pris acte. Moi, on est, vous savez, deux précautions valent mieux qu'une. Voilà. Et donc, bien sûr qu'on prend acte. Et on a voté pour prendre acte. On prend acte unanimement. Oui, c'est le vote qui peut le déterminer. Voilà. Allez, la 402. C'est la fixation d'une enveloppe de vacation relative à l'intervention des médecins référents santé, accueil inclusif dans les structures petite enfance. Auparavant, il s'appelait pédiatre. La nomination a changé. On a donc modifié le nombre d'heures qui passe à plus 97 heures par mois et on a augmenté le taux horaire de vacation qui était de 48,11 € pour passer à 55 €. Qui est favorable?
Défavorable, abstention, c'est adopté. La suivante, c'est La la quatrième. remise gracieuse d'un agent. Oui, c'est la remise gracieuse à un agent qui Alors, on fait du social. Vous avez la parole. Oui, juste, et par rapport à ce dont on a beaucoup échangé en commission, notre groupe ne souhaite, les élus RN ne prendront pas part au vote. C'est vrai qu'il y a une procédure judiciaire aussi en cours. C'est un sujet délicat sur lequel, du coup, par définition, nous n'avons pas tous les éléments et en fonction aussi de l'enquête qui est en cours, nous ne préférons pas prendre part au vote. Merci de noter. C'est noté. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous en remercie. La suivante. La 404, c'est une délibération habituelle où on a besoin d'un poste de technicien d'opération. Et à défaut de recrutement interne, on peut avoir recours à un agent contractuel. Qui est favorable? Défavorable. Abstention. C'est adopté. Et je passe la parole à M. Cavanagh. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme chaque année, nous présentons la délibération sur la dette et la stratégie d'endettement pour l'année à venir. Brièvement, quelques chiffres. Cette dette au 31/12/2022 était de 62,5 millions, ce qui traduit d'une part une baisse de 3 millions par rapport à 2021 et un désendettement de 127 millions en 21 ans. C'est une dette qui est indexée à 100% sans risque, notée 1A. Notre capacité de désendettement est inférieure à 2 ans, ce qui fait de nous la deuxième ville-centre des 22 métropoles avec la dette la plus faible et la troisième ville de plus de 100 000 habitants la moins endettée, avec un endettement de 362 € par habitant. Enfin, dernier chiffre, les frais financiers pour 2022 se sont montés à 928 000 €. Vous avez la parole. Merci. Vous le savez, sur cette stratégie d'endettement ou de désendettement, c'est un point financier sur lequel on suit assez favorablement la stratégie adoptée par la commune. Et pour rappel, c'est une stratégie de désendettement qui est déjà ancienne et qui permet d'avoir une part de compte épuré et une preuve de bonne gestion. Depuis 1995, l'effort sur la dette est important. Je rappelle, 1995-2001, moins 30% de dette, 2001-2008, moins 30% de dette, 2008-2014, moins 30%. Depuis 2014, la diminution de la dette s'est parfois ralentie, parfois tassée. Il y a eu cet emprunt en 2017 qui a été nécessaire, qui permettait de rester d'ailleurs dans des taux d'endettement tout à fait raisonnables. Et donc nous allons voter, prendre acte de cette stratégie, mais aussi voter favorablement le maintien de cette stratégie, encore une fois depuis 1995, qui permet d'assainir les comptes de la commune. Merci. Bien. Nous avons diminué la dette de 127 millions d'euros depuis 2020. Moi, je m'arrête à ma gestion. On dit ma gestion, c'est la gestion collective d'une équipe. Voilà. Et pour anticiper à ce qui va m'être reproché, on est le territoire de la région qui crée le plus d'activités depuis 2013. On ne peut pas dire qu'on n'investit pas. Je vous ai parlé des efforts d'équipement que nous faisons, qui sont parmi les plus élevés des villes de la strate. On a créé sur ce territoire 68 674 établissements depuis 2020. On est le premier pôle économique du Var avec 65 zones d'activité qui sont réparties sur 1500 hectares. Je ne vais pas rappeler, là on n'y est pour rien, la première base navale d'Europe avec 25 000 salariés civils et militaires, mais ça entraîne le pôle mer, le technopôle de la mer, autour, Ifremer, et bon nombre de grandes industries. Naval Group ne serait peut-être pas resté sur notre territoire si on n'avait pas le premier port de défense d'Europe. On a créé sur ce territoire 2 zones franches urbaines, combien importantes pour l'activité, pour le développement, une à Toulon, une à la Seine.
Je ne vais pas parler des classements parce que ça gêne quand ils sont bons. Quand ils sont mauvais, on en parle. Quand ils sont bons, on n'en parle pas. Je vais peut-être en parler à l'examen de chef. Vous avez la parole, monsieur. Oui, monsieur le maire, chers collègues, nous nous félicitons que notre ville ne soit pas trop endettée. Mais entre trop endettée et baser la politique municipale sur le moins d'endettement absolu, il y a une marge que nous ne partageons pas. Car cette différence représente moins de services pour les habitants, moins d'attractivité de la ville et donc moins de recettes à venir. Nous l'avons déjà dit, les investissements d'aujourd'hui signifient plus de services pour les habitants, mais aussi des recettes supplémentaires à venir en attirant plus d'habitants, plus d'entreprises et en relançant l'économie. Et ils en ont bien besoin, les Toulonnaises et les Toulonnais. Pour ne prendre qu'un exemple, rappelons que vous n'avez pas augmenté les subventions aux associations depuis 2013. Nous allons examiner plus avant dans le Conseil les subventions des associations au titre de la solidarité. Elles auront perdu entre 15 et 20% de capacité financière depuis 2013. Notre opinion est que viser la plus petite dette possible n'est pas une bonne stratégie sur le plan municipal si on réfléchit à moyen et long terme. C'est lâcher la proie pour l'ombre. La proie, c'est la réponse aux besoins, et l'ombre, c'est moins de dettes. Ce qui représente, rappelons-le, 17 € par habitant et par an de différence avec d'autres villes qui investissent beaucoup plus. Ce sont vos chiffres. Nous prenons acte, mais nous ne partageons pas votre vision. Vous voyez, c'est ce qui nous différencie. Et je l'assume pleinement. Vous savez, je vous l'ai dit, je vous l'explique chaque fois, M. Bédard, on est le territoire classé en 2018, vous voyez, déjà, 10e territoire de France où il fait bon entreprendre sur les 100 territoires les plus peuplés. Donc, c'est quand même important. Après, je voulais expliquer aussi, quand on crée la confiance sur un territoire, il y a le privé qui vient investir. Par exemple, on a inauguré il y a quelques jours un ensemble, un hôtel B&B, et un ensemble où il va y avoir des start-up, des jeunes qui vont venir travailler sur un quartier qui était le quartier Montetti, qui était une ancienne cité ouvrière, où il s'était passé beaucoup de choses sur le plan humain dans ce quartier, mais malheureusement qui était fermé. Et le privé vient investir dans ce quartier 30 millions d'euros. Ben, c'est d'autant moins que le public a à investir. Donc, et ça, c'est grâce à la confiance. Voilà, c'est tout. Donc, ça compte dans l'équipement et dans l'investissement. Voilà. Quand, je le répète une fois de plus, sur notre territoire, nous investissons 1 milliard d'euros, le privé apporte 3 milliards d'euros. Et je pourrais vous donner de nombreux exemples. Il y a l'hôtel du numérique un peu plus loin. C'est Commandant Nicolas, c'est ça, l'hôtel numérique. Nous l'avons inauguré. Il y a un privé qui est venu investir 10 millions d'euros. Il a créé. Il y a des jeunes qui se développent, des start-up, des jeunes qui profitent de toutes ces installations pour développer des entreprises. Vous savez très bien que maintenant, avec le numérique, on peut créer de grandes activités. Donc voilà, c'est le privé qui est venu investir 10 millions d'euros. C'était, vous vous souvenez, cet hôtel était fermé, il appartenait à l'armée depuis des années, on l'avait repris, heureusement, c'était fermé, c'était amianté, voilà, c'est transformé en hôtel d'activité. Et on pourrait prendre d'autres exemples sur notre ville comme cela. Donc c'est sûr que vous ne trouvez pas ces investissements, un investissement public, c'est le privé. Mais la ville se transforme, ben voilà, donc, on en a besoin. Allez. Vous vouliez encore prendre la parole, vous l'avez. Brièvement, monsieur le maire. D'abord, j'ai oublié de vous remercier pour vos gentilles paroles envers monsieur Chassaigne, et je vous remercie. C'est quelqu'un que j'ai, vous savez, dur.
Et Ferme. j'avais beaucoup de respect pour lui. Voilà. Parce qu'il était toujours très respectueux. Moi, il y en a un que j'aime bien depuis quelque temps, c'est M. de Courson. Alors, sur le privé et le public, monsieur le maire, moi je comprends très bien qu'on fasse appel au privé. Il ne s'agit pas de barrer la route au privé, mais il faut raison garder. Monsieur Mahali disait très légitimement lors d'un précédent conseil municipal que le privé ne vient pas par bonté d'âme, qu'il vient pour gagner de l'argent. Donc ça pose quand même cette problématique-là. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut barrer la route au privé, mais il faut équilibrer entre privé et public. Et l'avantage des investissements publics, c'est qu'effectivement, ils viennent là pour rendre des services et pas seulement pour gagner de l'argent. Je vous remercie. Vous vous rendez compte, s'il y avait que de l'entreprise public, tout le monde ferait. Le privé travaille. C'est avec l'activité qu'on crée le produit. Voilà, c'est clair. C'est l'histoire de la vie, ça. Tant mieux. C'est bien comme ça. Être un commerçant, même un petit emploi, 2, 3 employés, c'est bien. On ne peut pas avoir que des salaires publics, autrement on ne tiendrait pas. Je n'ai pas dit qu'il y avait que des salaires publics, vous avez raison, vous avez raison. Le privé qui crée, ben oui, le privé il crée de l'activité. Oui. Après, s'il gagne de l'argent, c'est normal. Mais il y a une énorme différence, c'est que d'un côté il y a des actionnaires privés, de l'autre il y a un actionnaire public. C'est différent. Et c'est un équilibre. Moi je me bats. J'étais encore en conseil d'administration du CHITS Saint-Denis, je me bats pour l'emploi public, pour plus d'infirmières, pour plus de soignants, pour plus de médecins. Il faut le dire à M. Macron. Donc, oui, je me bats, oui. Mais comme je me suis battu sur l'hôpital Saint-Denis, je ne peux pas me le lever, ce combat, c'est le mien. Voilà. Après, on se bat pour le public, et si le Saint-Denis, on se bat pas pour les autres. toutes les conditions pour que le privé vienne. S'ils ne viennent pas sur notre territoire, ils vont ailleurs. C'est la libre concurrence. Allez, on a bien débattu sur la dette. Qui est favorable à cette délibération? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Allez, Robert. Mes chers collègues, nous vous proposons d'adopter le guide interne des subventions aux associations, ce qui permettra d'initier et de graver dans le marbre les pratiques suivantes. Il y a des règles partout. Voilà. C'est des règles. Qui est favorable? Défavorable? Abstention? C'est adopté. Robert, tu poursuis. Bien, vous le savez, la ville de Toulon est jumelée notamment avec Mannheim et la Spezia, et à ce titre, il vous est proposé de donner un mandat spécial à Mme Piobat et à M. Jérôme dans le cadre de ces activités de jumelage. Qui est favorable. C'est vraiment le déplacement qui est en charge. Après, la règle, c'est qu'à Mannheim, on est mis en charge, et quand nous, on reçoit les jeunes de Mannheim, c'est nous qui les prenons en charge. Qui est favorable? Défavorable? Abstention? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Allez, Robert, tu poursuis. Nous attribuons des subventions de fonctionnement à 23 associations d'anciens combattants et nous signons une convention avec la maison du combattant. Oui, je vous remercie. Permettez-moi d'intervenir sur deux thèmes concernant cette délibération. Le premier, c'est saluer les travaux qui ont été effectués pour la mise en sécurité de ce monument qui est en face de la maison du combattant, le monument pour les martyrs de l'Algérie française, qui était un sujet qui depuis longtemps avait animé les discussions, des réunions, qui avait la difficulté d'être au pied d'un monument historique, donc de ne pas pouvoir tout adapter comme c'était souhaité notamment par les associations. Cet endroit était devenu non seulement une grande poubelle nettoyée régulièrement par les services municipaux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir 4 fois par jour ou toute la journée une personne parce que voilà, les dégradations étaient importantes, nonobstant les moments où ce monument a été tagué ou saccagé. C'était pas seulement d'ailleurs une poubelle, c'était aussi un urinoir, un WC public. Et donc saluer les travaux de mise en protection de ce monument. Deuxièmement, lié à la question des combattants, permettez-moi de faire une légère digression. Les combattants, nos militaires, nos soldats, mais aussi nos gendarmes ont participé à la défense du territoire, notamment lors de guerres,
et continuent aussi aujourd'hui, plus particulièrement peut-être nos gendarmes, de se battre, mais sur le territoire. Sur le territoire, et je veux bien sûr parler d'un sujet brûlant d'actualité, notamment sur le maintien de l'ordre. Je ne fais pas partie de ceux qui partagent la stratégie du maintien de l'ordre qui est parfois imposée par des dirigeants politiques qui peuvent chercher à utiliser cette stratégie pour faire taire un mouvement social. Mais depuis un certain nombre de jours et de semaines, on voit de toutes autres images. Et c'est pas seulement la stratégie du maintien de l'ordre dont il faudrait parler, c'est juste de la sécurité de nos gendarmes mobiles ou des CRS qui, parfois peut-être, ont des ordres dans la stratégie de maintien de l'ordre qui ne correspondent pas à ce qu'il faudrait faire, mais qui ont surtout une cruelle réalité, c'est qu'en face d'eux, ne sont pas seulement des gens qui cherchent à se protéger d'un coup de matraque. Quand on participe à une manifestation non déclarée, moi ça m'est arrivé, j'assume d'avoir été en partie turbulent dans ma jeunesse. On assume le coup de matraque qu'on a pris, on peut s'en prémunir, ok. Mais quand on prévoit des boules de pétanque, des artifices, des haches, quand on a anticipé les gants, la tenue de rechange, le cocktail Molotov, c'est pas qu'on veut se prémunir du coup de matraque, parfois d'ailleurs superflu, c'est juste qu'on veut tuer du flic, tuer du gendarme. Et alors qu'on délibère pour soutenir nos associations d'anciens combattants, moi j'aurais à avoir une pensée pour, que je sais d'ailleurs partagée par une majorité de cette assemblée municipale, avoir une pensée pour ceux qui aujourd'hui risquent leur vie, parce qu'en face d'eux, ils ont des gens qui veulent juste la guerre et les morts. Parce que quand on se prépare à ce point, et je ne veux pas simplement réagir aux images, mais juste aux procès-verbaux, juste à ce qu'on connaît. Moi, ma famille politique, elle a été très longtemps opposée à ces gens-là qui sont venus harceler, persécuter, parfois même nous menacer physiquement, parfois même tuer un certain nombre de nos militants. Aujourd'hui, ce sont aussi les policiers qui sont menacés. Encore une fois, au-delà des stratégies dont on peut parler, d'utilisation ou non des forces de l'ordre et de comment les utiliser, je veux avoir une pensée pour eux, pas seulement pour les anciens combattants sur lesquels nous délibérons à juste titre sur le soutien municipal, mais sur aussi tous les combattants aujourd'hui qui mettent leur vie en péril pour juste maintenir le bon ordre. On vit vraiment une époque incroyable et effrayante. Je vous remercie. Oui, nous partageons ce soutien aux forces de l'ordre. C'est vrai que les images de guérilla, de guerre, nous ont marqué. Effectivement, bien sûr, la démocratie, c'est l'ordre. La République, c'est l'ordre. Et je vais encore aller dans le sens de M. Béda. Quand on annonce une manifestation de 10, 15, 20 000 personnes, qu'elle est gérée par des syndicats respectueux de l'ordre, je dis toujours, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, et tout se passe bien. Vous savez, j'ai connu les grosses manifestations des chantiers de la Seine, j'étais élu déjà des arsenaux. Il y a une qualité qu'on doit reconnaître à nos syndicats d'aujourd'hui et de hier, d'ailleurs, c'est le maintien de l'ordre. Les gens manifestent, c'est leur droit le plus absolu. Les gens défilent, c'est leur droit le plus absolu. Vous avez parlé de monuments tagués. Ce que je n'ai pas admis, c'est des dégradations qu'on a pu faire lors d'une manifestation devant la mairie. Toutes taguées. La mairie d'honneur, toutes taguées. Il a fallu que nos services travaillent des jours entiers pour lever ces tags. On peut dire s'arrêter, dire ce qu'on a à dire, crier ce qu'on a envie de crier. Mais là, la mairie, c'est la maison de la République. C'est la République de tous. Il n'y a pas de couleur politique. C'est la République de tous les citoyens. Et donc, on ne doit pas toucher au monument. Un monument comme une mairie, c'est l'histoire. Voilà. Après, je vous le dis, je le redis, moi j'ai jamais été inquiet quand une manifestation était organisée par nos syndicats et qu'il y a eu des grosses manifestations dernièrement, mais il y en a eu de plus grosses dans notre vie. Vous savez,
j'ai été envahi, moi, lorsque j'étais président du conseil départemental, il y avait des syndicalistes très durs, très forts, mais toujours respectueux. Voilà. Jamais de casse. Jamais de casse. Je me souviens, un jour, j'étais au conseil départemental, c'était les chantiers de la Seine. Mais, d'ailleurs, ils étaient rentrés à l'hémicycle et ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire, et d'une manière respectueuse. Voilà. Et tous les casseurs que l'on voit actuellement, qui, comme vous le dites, avec des armes, tout ça nous fait du mal à la démocratie, fait du mal à la République. Et donc, bien sûr que nous soutenons les personnes qui luttent pour maintenir l'ordre. L'ordre républicain, c'est essentiel, important, où que ce soit. Vous avez la parole. Sur ces questions, je ne répondrai pas aux provocations, mais juste une remarque sur l'utilisation du terme guerre. Je crois que ce n'est pas propice à apaiser la situation. Mais ce qu'on a vu, la guerre, c'est en Ukraine, M. Falco. La guerre, c'est en Ukraine. La guerre, c'était en 39-45. La guerre, c'était en Algérie. Mais c'est pas ça, la guerre. C'est pas ça. Je condamne les violences, bien entendu, mais ce n'est pas ça la guerre. C'est des casseurs. Je crains. C'est des casseurs qui ne sont pas dans vos partis, qui ne sont pas dans vos syndicats, qui viennent pour casser, qui viennent pour... C'est juste sur l'utilisation du terme guerre. On ne doit pas s'en prendre à des monuments, à des permanences, à des mairies. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. La mairie, par exemple, ou ce qui a été fait à Bordeaux, le maire a très justement dit... Ce qui a été fait à Bordeaux, voilà, vous l'avez dit. Si vous saviez, j'étais dans cette mairie le mois dernier. Et cette porte, elle était toute l'histoire de cette mairie. Elle a vu passer... Mettre le feu à la porte de la mairie de Bordeaux, c'est un crime. Voilà, c'est un crime. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Parce que nous, on a le droit vous savez, nous, on va passer. Il y a nous, il y en aura d'autres après nous. Mais nos monuments, notre histoire, on doit la protéger. Voilà. Et ces casseurs, ils n'ont pas de scrupules. Ils mettent le feu à tout. Ils sont prêts à tout. Quand on tire au mortier, c'est la guerre. Hein. Voilà. Donc, j'ai jamais vu un syndicaliste, moi, qu'il soit CGT, Force ouvrière ou d'autres syndicats, agir de la sorte quand même. J'ai vu des gens avec des brassards très respectueux. Il y a un service d'ordre, même chez vous, et c'est bien. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que les images que nous avons vues nous font du mal. C'est un peu comme ces images qu'on voit aujourd'hui dans l'Assemblée. C'est pas normal. Voilà. Juste sur... Moi, je respecte l'Assemblée. Vous savez, quand on rentre dans cet hémicycle, on y rentre avec émotion. Parce qu'il est chargé d'histoire. Voilà. Juste je voulais insister sur l'utilisation du terme guerre. Prenons garde à ne pas jeter de l'huile sur le feu avec de tels termes. Autrement, je condamne, bien sûr, nous condamnons les casseurs. Et juste pour terminer sur l'affaire de Bordeaux, j'ai bien aimé les paroles du maire de Bordeaux qui a dit s'attaquer à la mairie, c'est s'attaquer au patrimoine de ceux qui n'ont rien. On est d'accord. La mairie, elle appartient à tous. À ceux qui n'ont rien et ceux qui ont beaucoup. Voilà. Allez. Je vais mettre pour moi cette délibération. Nous indemnisons deux particuliers pour les sinistres subis dans la mesure où le préjudice est inférieur au montant de la franchise applicable. Qui est favorable. Défavorable. Abstention. C'est adopté. Les contrats publics, Robert. Nous passons à une convention de coopération tripartite avec la Maison de l'Emploi et la mission locale, et ce dans le but d'aider et de favoriser l'insertion sociale, notamment à travers les marchés publics. Alors, Madame Lévy n'est pas là, Madame Audibert sort de la salle, et Mesdames Turbat, Moreno, Charloton, Dir, Bizarre, pardon, oui, mais on me mélange les dames. Alors, mes collègues
sur Batte, Moreno, Charenton, Dir, Bizarre, Moussaoui, elle n'est pas là, et M. Pardigon ne participe pas au vote, mais peuvent rester dans la salle. Que les choses soient claires. Monsieur le maire, si vous me permettez, je ne prendrai pas de risque concernant la maison d'emploi, je ne participerai pas au vote non plus. Eh bien, vous ne prenez pas de risque, vous ne participez pas au vote. Vous n'êtes pas sur la liste. Voilà. Il vaut mieux deux précautions qu'une. Aujourd'hui, plus que jamais. Vous avez la parole. Excusez-moi, mais tout à l'heure, il y a eu une délibération et je n'ai pas pris part au vote. Il faut le signaler, une délibération antérieure sur la maison du combattant. C'est enregistré, monsieur Dubuis. D'accord. On est très strict là-dessus. Voilà. Allez, qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Tout le monde pourra entrer. Tu poursuis, Robert. C'est un groupement de commandes à la métropole pour un marché de fourniture, de corbeilles à papier et de bornes propres. Qui est favorable? Il n'en a jamais assez. Des corbeilles à papier. Défavorable? Abstention? C'est adopté. Je vous en remercie. Amiral Pengui. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de permettre l'adhésion à deux associations, Bouclier Bleu de France et Réseau Plein Sud. Bouclier Bleu de France est spécialisé dans le patrimoine, nous avons besoin de ses conseils, en particulier pour la prévention des risques de situation d'urgence et pour finaliser le plan de sauvegarde des collections patrimoniales. Et le deuxième, Réseau Plein Sud, est une association récente créée durant la crise pour fédérer et promouvoir, fédérer tous ceux qui touchent à tous les établissements, structures qui touchent à l'art contemporain dans la région sud et une partie de la région occitanie. Monsieur Navarre. Oui, merci. En votant très favorablement ces deux délibérations liées à l'essor de la partie musée de la ville et médiathèque, permettez-nous de juste vous poser une question liée à cet environnement d'ailleurs, sur le désenclavement du bas de la médiathèque, de la partie de la rue Chalucé, qui avait été, au moment de la rénovation de tout ce quartier lié à l'évolution culturelle, qui avait été fermé, et le bas de la rue Chalucé a été réouvert. Alors, il n'était pas fermé pour travaux, il était a priori mis avec des bornes fermes et définitives et qui ont été retirées, ce qui est pour nous une bonne chose parce qu'il désenclave le bas de l'avenue Chalucé. Est-ce qu'on peut juste en connaître les raisons de l'évolution? Tout simplement, c'est parce que j'ai demandé que ce soit réouvert. On le laissait comme ça pour permettre au musée d'avoir... le musée, il y avait souvent des camions qui déchargeaient, qui chargeaient, qui levaient des œuvres, parce qu'on a de nombreuses œuvres qui sont dans notre musée, qui sont prêtées, et il y avait souvent des camions qui arrivaient pour charger ces œuvres et tout, et qui ne pouvaient pas se garer. Et donc ça a créé... Alors, au début, c'est vrai que l'idée de fermer, on a dit on va fermer, on va voir, et puis j'ai constaté, vous voyez, comme vous, parce que m'arrive de circuler pas mal dans ma ville, j'ai simplement demandé, et nous étions en majorité, de toute manière, c'est pas moi qui prends les décisions, parce que c'est en majorité municipale, le lundi, je vois tous les problèmes, on a pensé que les ouvrir allait faire du bien et qu'on allait essayer, on a localisé deux emplacements qui sont réservés pour les camions, c'est peut-être mieux comme ça. Vous voyez que l'expérience, des fois, nous prouve qu'on peut faire des choses bien et puis des choses peut-être moins bien. Le tout, c'est de le reconnaître et de revenir. Ouais. Nous l'avons décidé en majorité municipale. Allez, qui est favorable? Défavorable. Abstention. C'est adopté. Allez, amiral, vous poursuivez. J'ai autorisé la signature d'une convention avec TPM pour l'installation d'une œuvre d'une jeune artiste dans les jardins du musée Jean Écart pour l'Interfrance. Ce serait dans le cadre d'un projet européen Nature for City Life qui consiste à créer à travers la métropole un sentier métropolitain de randonnée qui sera parsemé de plusieurs œuvres et qui se mettent en place les unes après les autres. On a déjà vu arriver quelques-unes. Pour Toulon, ce sera à l'est le musée Jean Écart
Vous en avez une autre, la fresque qui est sur le mur de l'Université de Rouen, qui a déjà été inaugurée. Vous en aurez enfin une troisième œuvre qui sera dans les jardins du parc de Villas. Et puis une quatrième pour la métropole qui a été faite à la scène. Je précise que les artistes sont des artistes qui sont tous sortis, 4 artistes, des artistes sortis de l'École supérieure d'art et de design de notre métropole. Vous voyez, les œuvres sortent, rentrent, viennent, ça crée du trafic, et c'était la raison pour laquelle on s'était dit, au moins, faire ça posait plus de problèmes que ce que ça donnait davantage. Allez, la signature de cette convention est favorable. Défavorable, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. Virginie, Madame Payet. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'abroger 2 délibérations que nous avions adoptées respectivement en février 2021 et juin 2022 pour autoriser la vente d'un bien dont nous sommes propriétaires au 16 bis rue de la Glacière. Ces 2 délibérations sont désormais sans objet puisque l'acquéreur s'est retiré, qu'on a donc de voter cette abrogation et de constater que le bien a été remis à la vente. Le privé, il a fait tout. Et je crois qu'on a une offre d'achat qui sera plus importante que celle qui était... Exactement, et que nous devions voter prochainement. Voilà. Donc, il a bien fait de se retirer, ça nous fait gagner pas loin de 30 000 euros. Ah bah donc on peut baisser un peu les taux de fiscalité. Si on a encore 30 000 euros qui rentrent. Monsieur Cavana. Si vous arrivez à me trouver les 6 millions d'euros d'électricité, je vous assure qu'on baisse. Privatiser EDF. Un fonctionnement. Vous le savez mieux que quiconque qu'on fait des budgets depuis longtemps. Vous êtes pour la nationalisation d'EDF, M. Falco? Et moi, depuis très longtemps, le plus dur des 2 colonnes, c'est celle du fonctionnement équilibré. L'investissement, on arrive toujours à le faire. Donc, allez. À la suivante, docteur André. Il n'y en a pas voté. Merci, monsieur le maire. J'oublie, pardon. Il n'y en a pas voté. On n'a pas voté, oh là là. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient, l'état de fait. Si on n'avait pas voté, la délibération n'aurait pas été bonne. Allez, docteur, vous avez la parole. Chers collègues, donc il s'agit, comme chaque année, d'attribuer des subventions aux associations qui œuvrent dans le cadre de la solidarité, dans le cadre de la politique sociale de la ville de Toulon. Donc c'est pour 32 associations pour un montant de 67 100 € qui œuvrent toutes au niveau aussi bien de la protection de l'enfance que des personnes âgées, que des personnes handicapées ou que des personnes en situation de vulnérabilité. Madame Mondon et Madame Depalès ne participent pas au vote, mais peuvent rester dans la salle. Voilà. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Et je vous en remercie. Allez, Momo. Non, pardon. Allez. Je sors. Ah oui, oui, je sors. Pardon. Ça va me permettre de respirer. Allez, je vous ai dit. Donc maintenant, M. le maire étant sorti, je vais donner la parole à M. Mohamed Mahali. Merci, chers collègues. Monsieur le maire va être amené à déposer une autorisation d'urbanisme dans les semaines à venir et conformément donc au terme de l'article L422-7 du Code de l'urbanisme, nous devons procéder à la désignation d'un membre de l'Assemblée pour prendre les décisions suite à l'instruction de cette future demande. Et donc, je vous propose de désigner M. Robert Cavana afin de prendre les décisions relatives aux autorisations d'urbanisme et de procéder à cette désignation par un vote à main levée. Merci. Donc, je vais proposer donc le vote à main levée. Oui, monsieur. Oui, pour le vote à main levée. Voilà. Tout le monde est d'accord pour le vote à main levée? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. C'est adopté, je vous en remercie. Je vais en faire rentrer, monsieur le maire.
C'est très bien quand un maire ou un membre de sa famille au premier degré, ça a été le cas pour mon fils, demande une modification d'urbanisme, quelle qu'elle soit, ou un permis, quel qu'il soit, il doit se passer ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que le maire ne peut pas participer au vote, sortir de la salle, et le conseil municipal désigne un adjoint pour instruire cette modification d'urbanisme, ce permis de construire. Je crois que c'est une règle qu'il faut respecter et c'est bien comme ça. Je vous en remercie. Allez, donc on passe à Valérie, animation senior. Merci monsieur le maire. Il s'agit avec cette délibération d'attribuer des subventions de fonctionnement à 15 associations, clubs de retraités pour un montant total de 13 500 €. Je vous en remercie, ma chère Valérie, qui est favorable à ces associations. Défavorable, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. Luc, monsieur de Saint-Germain. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit là d'attribuer des subventions de fonctionnement à 6 associations qui réalisent des actions en faveur de l'environnement pour un montant total de 29 500 €. Allez-y, vous avez la parole. Oui, merci. Puisque on parle d'action en faveur de l'environnement et nous n'aurons pas de problème pour voter favorablement ces délibérations, permettez-moi juste de vous interroger sur un sujet lié à l'environnement, puisque c'est la raison que vous aviez avancée en conseil de la métropole sur le transfert d'une école. Okay, on est sur les associations liées à l'environnement, mais puisque, si j'avais bien compris, le transfert de l'école Casanova pour Mistral, et donc le souhait de mettre les enfants de Mistral à Lazare-Carnot le temps des travaux était mu par une volonté de quitter des locaux, si j'avais bien compris, ceux de Casanova, qui étaient pollués, entre guillemets, par l'environnement immédiat routier, n'ayant pas, puisque nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger sur ce sujet, moi je ne comprends plus ce que j'ai pu lire, puisque maintenant il semblerait que ça soit le statu quo, c'est-à-dire que rien ne changera. Et donc, qu'en est-il de Casanova, qui était a priori dans une situation géographique polluée nécessitant le changement d'affectation de ce bâtiment, et donc de l'agrandissement de Lazare-Carnot et du transfert temporaire de Mistral? Si tout est arrêté, est-ce qu'il n'y aurait plus de problème de pollution immédiate par les artères à Casanova? J'avoue que, alors que la chose me paraissait simple au début, les différentes communications ont fait que nous n'y comprenons plus grand-chose. Donc merci de nous éclairer sur cette question éminemment environnementale. C'est très bien. Ça nous fait dire qu'on ne ferme pas de classe. J'ai vu effectivement qu'on allait fermer des classes. On ne ferme pas des classes, on en crée. Quoique, vous avez vu aussi que le nombre d'enfants en maternelle diminue dans la France entière. C'est-à-dire que hier, quand on était 3, on était une famille normale. Aujourd'hui, 3, c'est une grosse famille. C'est vrai que c'est un problème de société. Il y a moins d'enfants que ce qu'il y avait durant ces dernières années. C'est dans la France entière. C'est même un problème qui est partagé dans l'Europe entière. C'est comme ça. C'est l'évolution de la société qui est fait comme ça. Vous connaissez la situation, vous connaissez l'école Casanova, vous connaissez l'école Mistral et vous connaissez l'école Carnot. Au contraire, on va faire de gros travaux à l'école Mistral. On investit quand même, je crois que c'est 7 millions d'euros par an pour la réhabilitation, les transformations de 84 écoles primaires et maternelles. On essaie de donner les meilleures conditions d'accueil et de travail à nos enseignants. Vous connaissez la situation de l'école Casanova, vous connaissez la situation de l'école Carnot et celle de Mistral, c'est 3 écoles.
l'école Casanova, c'est une école qui, depuis le début, je vous dis, alors là, je le dis depuis de nombreuses années, je dis, on ne peut pas trouver des solutions pour cette école Casanova, qui est au milieu d'un carrefour, au milieu... il y a exactement 13 000 véhicules qui passent sur les avenues qui logent l'école Casanova, 750 points par jour et tout. Je dis, cette école, les parents ont de la difficulté à stationner aussi. Et depuis longtemps, depuis très longtemps, ceux qui m'accompagnent depuis de nombreux mandats le savent, je dis, on ne peut pas trouver une solution pour essayer de faire en sorte qu'on transfère à cette école, peut-être pas bien loin. Et là, dans le cadre de la réhabilitation totale de Mistral, qui nous permettait de créer des structures scolaires de qualité, elles sont quand même de qualité telles qu'elles sont là. Casanova est de qualité aussi, je ne dis pas que... Mais je dis, tiens, nous avons dit, il serait peut-être bon d'envisager, à l'issue des travaux de Mistral, c'est-à-dire en 2025, peut-être de proposer d'agrandir Mistral, ils ne sont pas loin, les trois écoles, hein, et de transférer les enfants de cette école Casanova sur ce groupe scolaire. Voilà, c'est tout. C'était une discussion qu'il y avait, c'est parti, ça y est, immédiatement, on a dit, on ferme des classes, on ne ferme rien. On essaie de trouver des solutions. Bon, vous n'y comprenez rien. Moi, je comprends tout. J'ai dit, écoutez, on fera en fonction de la volonté des parents. Si les parents souhaitent conserver la maternelle là où elle restera là où elle est. Par contre, peut-être qu'ils reviendront sur leur position quand on aura terminé les travaux de Mistral, tu auras la structure Mistral totalement réhabilitée et qui offrira des conditions d'accueil meilleures que ce qu'elles sont maintenant. On reposera la question à ce moment-là. C'est tout, il n'y a rien d'autre de particulier. Alors ça fait une explosion. D'ailleurs, je dois vous dire que mon adjointe à l'éducation, Éric Mascaro, sont dès le premier soir allés voir les parents pour leur expliquer qu'il n'y avait rien de décidé. C'est effectivement une idée qu'on avait. Maintenant, on n'ira jamais contre l'avis des parents, s'ils souhaitent. Voilà. Moi, je crois que le bon sens serait d'arriver à terme de fermer cette école Casanova et de la transférer dans les nouvelles structures qu'on va créer à Mistral. En attendant, en attendant les travaux à Mistral, il faut attendre que les travaux prennent fin. Là, les enfants de Mistral sont transférés provisoirement pour les travaux à Carnot. Mais après, vous voyez, on transférait pendant les travaux les enfants de Mistral à Carnot. Ça n'a pas posé de problème. Tout le monde l'a bien compris. Je me suis dit, tiens, peut-être que si on essaie d'avoir des classes supplémentaires de maternelle à Mistral, on pourrait envisager à la fin des travaux, c'est-à-dire en 2025. Et c'est parti parce que cette réflexion, vous savez, il n'y a rien qui se garde, même pas dans ma majorité. Ça part. Il y a peut-être quelqu'un qui a entendu quelque chose, tiens, on a parlé de transférer l'école de Casanova. Oui, on en a parlé entre nous. Et moi, ça fait des années que j'en parle. Voilà, des années. Alors on a dit, ils vont faire un bâtiment. Mais non. Si Casanova n'était plus école maternelle, l'idéal, c'est de créer, vous savez un peu ce qu'on a créé, route, à la fosse à bois et tout, un parking, des espaces, laisser un espace vert, mettre des arbres peut-être au milieu, voilà, créer un espace naturel, parking, pourquoi pas. Ça permettrait, il y a des parkings qui arrivent puisqu'on va inaugurer le parking du Zénith de 700 places dans quelques temps, les travaux du parking de la Laubière démarrent. Mais en fait,
c'est pas pour y mettre un bâtiment au milieu. Voilà. Maintenant, on fera ce que les parents souhaitent. Voilà, point. Oui, ne bougez pas la tête, on fera ce que les parents souhaitent, je l'ai dit. Et je le redis. À Mistral, on prévoira quand même les bâtiments suffisants pour accepter les Bien sûr. de Casanova si jamais les parents le décidaient. Bien sûr. Faire des travaux. Mais puisqu'on a possibilité d'agrandir et de transformer, de réhabiliter Mistral, on va créer des structures d'accueil qui permettront d'accueillir ou ses enfants ou d'autres. Vous voyez, il y a trois écoles là. Peut-être qu'à un moment, on nous dira Carnot, plutôt que de créer deux classes supplémentaires à Carnot, il vaut mieux les prévoir à Mistral. Voilà. Mais encore une fois, c'est des parents qui décideront avec l'éducation nationale. Voilà. Mais c'est clair, il n'y a pas de. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Je voulais remercier Madame Massy et Monsieur Mascaro pour le dialogue, effectivement entamé. Par contre, ils sont allés voir les parents en disant mais attendez, non, il n'y a rien de décidé. C'est un dialogue qui vient depuis des années. Moi, je l'ai depuis des années. Je dis, cette école, elle est mal placée. Voilà ce que je dis depuis des années. On fait des efforts sur les écoles. On en a fait sur 70% de nos groupes scolaires. Je dis, cette école est mal placée. Voilà, c'est tout. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que les voitures qui passent devant l'école Casanova et les camions qui passent devant l'école Casanova passent aussi devant l'école Carnot. Donc l'école Carnot est tout aussi problématique à deux voitures près. Mettre un parking à cet endroit-là ne résoudrait pas le problème. Lazare en Carnot n'est pas le même qu'à Casanova. Si les rues sont les mêmes. Casanova est confiné, Carnot c'est immense. Voilà, après, il passe des voitures aussi. C'est les mêmes avenues qui les on peut dire ce qu'on veut. Et je pense que le plus important, effectivement, c'est pas de rajouter un parking pour qu'il y ait encore plus de circulation, mais plutôt d'essayer de trouver des moyens de diminuer la circulation. C'est ce qu'on a fait avec le tunnel. Tout à fait. C'est pas le tramway qui va résoudre les problèmes. Si. Le BHNS qui va résoudre les problèmes. Le tramway ne le faisons pas alors. Allez. Voilà, vous avez l'explication sur l'école. Il n'y a rien de... Alors on en était où là? Il faut que je fasse voter les subventions à l'environnement. Voilà. Qui est favorable? Qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous remercie. Vous savez, je vais vous dire, je l'ai dit d'ailleurs à d'autres, je ne serai pas le maire qui détruira une école et je ne serai pas le maire qui détruira une église. Qui détruira une église? Ah ouais, non, ne détruisez pas une école ni une église. Parce que quand on demande à un enfant, quel qu'il soit, de dessiner son village ou sa ville, qu'est-ce qu'il dessine? L'école, l'église et la mairie. Demandez à un enfant, dessine-moi ta ville, l'école, l'église et la mairie. Voilà. Après, libre à chacun d'aller à l'église, il ne faut pas y aller. Comme on est libre d'aller à l'école, il ne faut pas y aller. L'école est obligatoire. L'école est obligatoire. Vous avez la parole. Je réagis, monsieur le maire. Effectivement, il ne faut pas fermer d'école. Comme disait Victor Hugo, fermer une école, vous ouvrirez une prison. Mais en l'occurrence, monsieur le maire, il y a eu 2 écoles supprimées à Toulon. La Goubran et Port-Marchand. Nous sommes pour qu'il y ait pour que 3 écoles restent. On nous a imposé de la fermer. C'était, monsieur Le Hubeda, il y a la sécurité des enfants, et donc on nous a imposé de la fermer. Elle était en zone pyro. C'est Z5. Voilà, donc pas de construction. Il n'y a pas que l'école qui a été fermée, il y a des jeunes qui ont vu leur habitation. Ils sont partis de là où ils étaient. Parce qu'après, quand ça arrive,
Allez. Elle est votée, on est tout voté. Tu as tout dit, José. Vas-y. Juste un point, monsieur Navaran, quand vous avez des difficultés à comprendre, n'hésitez pas. D'autres sont venus demander des explications. Je conseille à la vertu d'éclairer tout le monde en un seul coup, c'est par gain de temps pour vous. Lorsque vous venez voir un adjoint, c'est votre droit le plus absolu, il vous éclaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la presse. Donc, et là, un conseil municipal, l'éclairage, il est devant la presse. Voilà. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est vrai que bon nombre de personnes sont venues demander, puis notre adjoint leur a dit exactement ce qui s'est passé. Voilà. Ça aurait pu vous éviter des questions au conseil municipal. Allez. Non, là, plus tard. Sujet en plus. Allez, je passe la parole à Laurent Beaulieu. Laurent. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération a pour objet l'attribution de subventions à 10 associations sportives pour un montant de 62 500 €. Et un petit focus rapide sur la réouverture du comité départemental handisport grâce à la ville de Toulon, après 10 ans d'absence, se réinstaller sur le territoire. Ils seront logés dans les bâtiments de la ville à côté du stade de l'Aune et ils en sont très heureux. On peut en être fiers. Et puis, deux événements, le meeting international d'athlétisme, le second, et la triathlon de Toulon qui participe à ces délibérations avec d'autres associations. C'est bien, grâce au stade de Léo Lagrange, on peut faire des manifestations d'athlétisme de qualité aujourd'hui nationale. Car il est aux normes, les structures sont aux normes. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. La suivante, Laurent. Cette délibération a pour objet la signature de la convention tripartite entre la ville de Toulon, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et le conseil départemental en vue de la participation de la ville de Toulon au relais de la flamme en tant que collectivité ville-étape du parcours. C'est important. La flamme olympique ne vient pas souvent à Toulon, elle viendra là à Toulon. On aura l'honneur de la recevoir. On accueillera le relais en fin de journée, il y aura une parade dans les rues de la ville et une manifestation gratuite, ouverte à tous. Il y aura des animations sportives et culturelles car effectivement le point culminant c'est quand même la flamme. On essaiera de la faire sur la place de la Liberté ou quelque chose comme ça. On va trouver. Quel jour? Allez. C'est pas souvent qu'on a des Jeux Olympiques dans notre région. Non, la flamme, ça fait un certain temps qu'elle n'est pas passée. Je pense qu'il faut profiter avant de retrouver des Jeux en France parce que sinon, on n'aura pas de suite. Et après, sur la destination, effectivement, il y aura plein de choses, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, avec d'autres détails que la confidentialité de la fameuse convention tripartite nous empêche de vérifier. Les Jeux Olympiques doivent rassembler une jeunesse du monde entier qui est favorable à toutes ces subventions, qui est défavorable, qui s'abstient. Et je passe la parole à M. Morino. Oui, merci Monsieur le maire. Dans le cadre du FISAC Centre-Ville et grâce à votre intervention, nous avons obtenu une prorogation du dispositif qui devait s'éteindre en 2022 jusqu'au 13 décembre 2023. C'est une bonne chose. Le FISAC aide beaucoup les commerçants. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté et je vous en remercie. Allez, fête et cérémonie cette fois, Christophe. Oui, merci Monsieur le maire. Notre traditionnel meeting aérien du 15 août avec la participation de la Patrouille de France. Et nous vous proposons comme chaque année de participer au défraiement du dispositif à hauteur de 37 000 €, même montant que l'an dernier. Qui est favorable? C'est beau du bleu, blanc, rouge dans le ciel. Qui est défavorable, qui s'abstient? Vous abstenez? J'ai pas compris. Non, c'est bon. Défavorable ou abstention? Défavorable. Défavorable. Pas de patrouille. Je me suis déjà exprimé une fois là-dessus, je ne vais pas recommencer. Non mais, oh là là, ça fait longtemps que je ne donne plus mon avis, moi, sur ce que quelqu'un aime ou n'aime pas. Allez, c'est adopté. La communication, M. Moreno. Oui, toujours
délibération habituelle, nous vous proposons pour 2 agents du service communication de contribuer à hauteur de 100 €, le montant à charge pour eux étant de 20 € pour qu'ils obtiennent leur carte de presse. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté. Et tu termines, Laurent, par la 302. Alors, je termine. Pas Laurent, Christophe. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, le concours Hashtag Toulon Forever 2023 aura lieu du 1er au 31 mai. Je rappelle que plus de 2000 participants ont participé l'an dernier. Et donc, les lauréats seront exposés en mairie d'honneur du 20 juillet au 25 août 2023. C'est très bien, ce concours photographique. Un grand succès. Un grand succès, voilà. Qui est favorable? Défavorable, c'est adopté. Nous avons ainsi. C'est pas terminé, Michel. Il y a une question, et je donne la parole à M. Poussel. Il y a 2 questions. Dans l'ordre où on a reçu des questions, je donne la parole. Après, il y aura M. Bédef qui est arrivé après. Je donnerai la parole. Vous avez la parole. Monsieur le maire, l'année dernière, vous avez été alerté par les habitants du quartier Pont-de-Bois, chemin de Forgencier, au sujet de l'épicerie Alimenta Night 83. Votre signalement a permis, via l'intervention de la DDSP, la fermeture administrative pour 2 mois de l'établissement. Saisie de tabac, vente d'alcool après 21 h, travail dissimulé, trouble à l'ordre public, en plus de la vente de protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant, dont la vente est interdite aux mineurs et cause de multiples nuisances. Dans un système responsable, ces faits auraient dû conduire à une fermeture définitive de l'établissement. Mais 1 an après, la situation reste inchangée. Les riverains sont à bout de ce que l'on peut appeler le nouveau triangle des Bermudes. 3 sommets, l'épicerie, vide, 2 boîtes de gâteaux, 2 bouteilles de Selecto et de Mars, ouvertes jusqu'à 4-5 heures du matin, elle a du mal à cacher sa véritable destination. Le coiffeur communautaire qui coupe jusqu'à 10-11 heures du soir, le bar à chicha, nouveau lieu de la philosophie locale et très souvent réservé aux hommes, résultat de mœurs importées. Ce triangle a déjà englouti le pont du Las, une partie de Saint-Jean-du-Var et n'y rencontrant aucune résistance et tente de s'implanter dans d'autres quartiers de la ville. Ma question, monsieur le maire, est plutôt une demande qui s'inspire de l'action de votre collègue, le maire de Montpellier, ville dirigée par la gauche et même les communistes, dans laquelle les épiceries sont fermées de 22 h à 6 h du matin, du jeudi soir au dimanche soir. Décision validée également par la justice pour la tranquillité de tous. De plus, cela permettra le redéploiement des effectifs de police vers d'autres missions. La ville de Toulon doit aujourd'hui agir contre cette nouvelle forme de délinquance qui abîme nos quartiers. Merci de votre réponse. Toulon n'est pas rempli de zones de non-droit, comme vous dites, avec beaucoup d'exagération. Toulon est une belle ville, une ville attractive. Les Toulonnais aiment Toulon. Et nous, nous essayons de faire en sorte que cette ville se transforme, se développe. Après, il y a des problèmes. Au point de vue, il y a des problèmes. Vous avez raison, je vais vous répondre. Votre question écrite, que vous m'avez transmise le 28 mars, porte sur les remontées négatives liées à l'activité de l'épicerie Alimenta Night 83. Effectivement, cette question a été formulée par les habitants du quartier Pont-de-Bois ou du chemin Forgencier. Tout d'abord, je souhaite vous préciser que cet établissement a fait l'objet à plusieurs reprises d'actions conjointes menées par les services de la police nationale des douanes et de la police municipale, notamment les 27 janvier, 7 avril, 21 avril, 13 octobre en 2022. Et depuis, je vous précise que j'ai saisi une nouvelle fois, le 21 mars 2023, la direction départementale de la sécurité publique dans le cadre d'une nouvelle plainte à l'encontre de cet établissement. Moi, je n'ai pas le droit de fermer l'établissement, ce n'est pas de mon ressort. Je n'ai pas le droit. Croyez bien que ce quartier fait l'objet d'une attention particulière des services de la police nationale et que les remontées systématiques des plaintes des riverains sont effectuées par la ville auprès des services de la préfecture. Dès que j'ai une plainte, je m'adresse à la préfecture. En complément, je tiens à vous indiquer que la ville a installé dès avril 2022 une caméra mobile dans ce secteur, qui a été remplacée par une caméra fixe depuis le mois de juin 2022.
Les images de ces caméras font l'objet de transmissions régulières par les services de la police municipale auprès de la police nationale. Je vous précise également que la ville de Toulon, consciente des troubles occasionnés par ce type d'établissement, avait pris un arrêté le 14 mars 2019 afin de réglementer l'activité des établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées sur un autre secteur de la ville. Malheureusement, cet arrêté a été contesté par 2 épiceries de nuit et a fait l'objet d'une ordonnance de suspension prononcée le 30 septembre 2019 par le juge des référés. Et que, si je souhaite fermer d'un département à l'autre. Or, cet arrêté visait précisément à interdire la vente d'alcool sur un secteur géographique limité de 22 à 7 heures du matin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 33-32-13 du Code de la santé publique. Le juge a considéré que la mesure prise par la ville était disproportionnée par rapport au but poursuivi. La prise d'un nouvel arrêté de portée générale risquerait d'exposer la ville au même type de remarques, voire même à une atteinte au droit fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie. Enfin, j'ai demandé au service de la ville d'étudier en détail cette problématique, de me proposer un nouvel arrêté qui puisse satisfaire aux exigences et aux critères qui ont été établis par le juge localement. Voilà. Dès que j'aurai un arrêté qui correspondra à la décision que le juge a prise, nous le prendrons immédiatement. Mais vous voyez que nous avions la volonté de faire fermer, et puis malheureusement, la ville a été sonnée de retirer ces arrêtés de fermeture. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, pas toujours simple. Allez, M. de Hubeda, à vous. Monsieur le maire, ma question est une question qui touche à l'activité législative nationale, mais aussi à la vie quotidienne des Toulonnaises et des Toulonnais. Notre pays est en train de vivre une période de conflit social que tout le monde qualifie d'historique. Les manifestations à Toulon sont extrêmement importantes dans l'unité syndicale et se déroulent dans un calme exemplaire. Nous condamnons et regrettons la blessure subie par un policier. Les Toulonnaises, comme tous les Françaises, refusent dans leur très grande majorité une réforme injuste et dangereuse pour les habitants de notre pays. L'argument de l'équilibre des comptes a été contredit par le comité d'orientation des retraites lui-même. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont été méprisés par le gouvernement. Le comportement du président est irresponsable et divise le pays, créant des tensions qui peuvent conduire à des fractures irrémédiables. C'est une contre-réforme qui est contre-productive pour la pérennisation de la retraite par répartition, instaurée au lendemain de la guerre par le ministre communiste et collectiviste Ambroise Croizat. Ces mesures inciteront au contraire à se diriger vers les retraites par capitalisation. Mais nous savons que cela crée des inégalités supplémentaires, car nombreux sont ceux qui ne le peuvent pas. C'est en fait pourrir la vie des Français. Tous les syndicats et tous les partis opposés à cette loi ont fait des propositions différentes, permettant de ne pas s'en prendre aux petits revenus qui n'en peuvent déjà plus avec un pouvoir d'achat en berne. Une seule de ces mesures suffirait à remettre la retraite à 60 ans avec 37 annuités et demie et un montant digne. Faire payer les revenus financiers des entreprises au même niveau que celles des particuliers rapporterait 40 milliards par an. Et il y a d'autres mesures possibles. Mes questions sont les suivantes. 1. Compte tenu du désespoir propice aux pires extrémités créées par l'absence d'écoute du gouvernement, quelles dispositions la ville peut-elle prendre pour continuer à assurer la sécurité autour des manifestations? 2. Si le Conseil constitutionnel prend la décision de permettre la collecte de signatures pour un référendum d'initiative partagée, prendrez-vous des dispositions pour aider cette collecte démocratique? 3. Quelles mesures comptez-vous prendre, M. Chenevard et vous-même, pour écouter l'intersyndicale? 4. Quelle est la position politique de fond de la majorité municipale à ce sujet? Il n'y a pas eu d'expression publique à ce sujet de la part de M. Chenevard, de Mme Muscotti et de vous-même, Monsieur le maire.
la vie de vos administrés ne concerne pas seulement les questions municipales et les choix nationaux impactent leur quotidien. Je vous remercie. Monsieur Le Hubeda, j'ai bien écouté votre question et je relis à haute voix sa première phrase. Il s'agit d'une question qui touche à l'activité législative nationale. Ce sont vos propres mots. Vous me permettrez, avec beaucoup de respect, monsieur Le Hubeda, de vous préciser et de vous rappeler que l'article 5 de notre règlement intérieur adopté par le Conseil municipal en juin 2020 définit le champ des questions orales. Je le lis, cet article. Les conseillers municipaux peuvent exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires d'intérêt communal. Je répète, d'intérêt communal. Vous comprendrez donc que votre question n'est pas d'intérêt communal. Elle ne sera pas retenue à l'ordre du jour de cette séance. Monsieur Le Hubeda, si vous souhaitez débattre de problématiques nationales, essayez de vous faire élire député ou sénateur, vous serez complètement dans le débat. Nous l'avons été. Moi, j'ai une position personnelle, ça me regarde. Je n'en parlerai pas ici. Je lève la séance et après avoir levé la séance, je vous dis que si on n'avait pas mis la retraite à 60 ans, on n'en serait pas là. Voilà, c'est tout. Bonne journée à tous et à toutes.